Pourquoi Donald Trump, un homme qui se présente comme un président de la paix, un homme qui a remporté le prestigieux et historique prix de la paix de la FIFA, et un homme qui souhaite un jour remporter le prix Nobel de la paix, se retrouve-t-il à mener tant de guerres? Son premier mandat était différent. Il a mené quelques frappes en Syrie et a également assassiné l'un des plus hauts responsables militaires de l'Iran. Mais il a évité de déclencher de nouvelles hostilités majeures, le premier président à le faire depuis au moins Reagan, selon la façon dont on compte les choses. Cette fois-ci, le Pentagone a été un peu plus occupé. Il y a eu une guerre de 2 mois contre les Houthis en mars 2025, puis l'opération d'une journée contre le programme nucléaire iranien en juin. Ensuite, une longue période d'opérations anti-cartel le long de la côte du Venezuela, qui a culminé avec la capture de Maduro en janvier. Maintenant, nous avons la guerre contre l'Iran. De plus, il a ajouté une poignée d'autres frappes plus limitées pour combler certaines lacunes. Nous avons aussi quelques intrigues qui mijotent à Cuba, mais gardons cette discussion pour un autre jour. Avant l'opération Epic Fury, qui vient d'être corrigée automatiquement en opération Septic Fury pour moi, la base America First de Trump était prête à tolérer sa nouvelle doctrine. Ce n'était peut-être pas l'isolationnisme qu'ils avaient imaginé, mais la stratégie militaire reposait sur une présence limitée. Quoi qu'ayant fait les États-Unis, ils ne s'engagèrent pas trop dans la région et il y avait peu de risques pour le pays. Ce n'était pas une répétition des guerres de l'ère George W. Bush. Désormais, les sondages indiquent que seule une fraction de la base MAGA de Trump s'est détachée à cause de la guerre contre l'Iran. Mais ces personnes désenchantées se posent tout de même la question susmentionnée. Comment un président pacifique peut-il être impliqué dans tant de conflits? Eh bien, aujourd'hui, je veux aborder 3 problèmes liés à l'idée de Donald Trump comme président pacifique, censé mener en pratique à moins de guerres. D'abord, l'idée d'un président pacifique n'est peut-être pas exacte ici. Deuxièmement, le raisonnement selon lequel quelqu'un qui aime la paix entraînerait automatiquement plus de paix méconnaît fondamentalement les causes de la guerre. Oui, nous aurons des répliques. Troisièmement, une plus forte aversion pour la guerre peut parfois en provoquer davantage. Oui, il y aura plus de répliques. Oh, et si tu restes assez longtemps, je vais faire un discours déchaîné sur le prix Nobel de la paix et l'irrationalité apparente de Trump. Remettons vite en question l'idée que Trump serait un président pacifique. Je ne suis pas vraiment sûr de savoir comment définir cette idée, à part dire que Trump n'accorde pas autant d'importance au type de résultats internationaux que le consensus traditionnel de Washington le ferait. En fait, je pense qu'il est raisonnable de croire que c'est vrai, même si l'ampleur de cela est exagérée. Néanmoins, on peut voir l'aspect exagéré dans la coalition que Trump a construite pour remporter l'élection présidentielle de 2024. Les isolationnistes d'America First ont compris ce qu'ils voulaient, alors que d'autres y entendaient en plutôt « on fait ce qu'on veut où on veut ». Les gens ont entendu le slogan et ont immédiatement conclu qu'il signifiait leur propre version de celui-ci. Même si ces deux choses sont totalement opposées. Je pense qu'il est évident que Trump se soucie moins de l'ordre international que n'importe quel président depuis que cet ordre existe. Sinon, il est très difficile d'expliquer ses positions sur l'Ukraine, ainsi que certaines, mais pas toutes, de ses actions concernant l'OTAN. Mais penser que cela s'applique de façon plus générale est un peu exagéré. N'oublions pas que l'Iran a engagé des agents aux États-Unis pour tuer Trump, poussant l'administration Biden à déclarer qu'une telle tentative serait un acte de guerre. Et dans des affaires plus ordinaires, il a choisi essentiellement la personne la plus belliciste du microcosme washingtonien, en ce qui concerne la Chine, comme sous-secrétaire à la défense chargé de la politique. Le fait est que je pense que la prémisse de cet argument est discutable. Remettons-le là-haut et voyons comment le reste s'effondre malgré tout. Je sais que cela peut sembler étrange, mais plus de paix ne découle pas nécessairement du fait d'aimer davantage la paix. Maintenant, si vous avez déjà parcouru ce raisonnement avec moi plusieurs fois, vous savez qu'il faut une friction de négociation pour expliquer pourquoi une guerre peut avoir lieu. C'est parce que la guerre est coûteuse, et les deux parties auraient intérêt à parvenir à un accord correspondant au résultat attendu de la guerre. De tels accords sont proches de ce que le combat produirait, mais ils n'entraînent pas, vous savez, de mort massive ni de destruction.
Donc, lorsque nous examinons un argument comme celui-ci, tout ce qui relie un président pacifique à moins de guerre doit passer par son lien avec les frictions de négociation. Il est facile de céder à une logique tentante ici. Si Trump n'accorde pas tant d'importance aux enjeux internationaux, cela augmente effectivement ses coûts pour faire la guerre. Rappelez-vous, le coût d'une guerre pour un acteur est le rapport entre les coûts physiques réels et la valeur des enjeux. Si vous pensez que les enjeux sont faibles, alors, en conséquence, vous percevez les coûts de la guerre comme élevés. Cela impliquerait que Trump a une plus grande aversion pour la guerre, et donc que la gamme des accords mutuellement acceptables s'élargit. Une plus grande marge de négociation, il est plus facile de parvenir à un accord, n'est-ce pas? Eh bien, dans de nombreux cas, c'est vrai. La taille d'une marge de négociation compte. Cependant, il n'est pas toujours vrai que plus c'est grand, mieux c'est, comme nous allons le voir. Mais d'abord, il y a un point plus urgent à aborder. Même si nous pensons qu'un président pacifiste réduit l'impact des frictions dans les négociations, ce qui conduit alors à moins de guerre, nous ne pouvons toujours pas conclure que Trump lui-même réduit les conflits en pratique. C'est parce que nous supposons également implicitement que Trump maintient tous les autres facteurs constants. Et je ne pense pas que Trump maintienne tous les autres facteurs constants. Juste pour clarifier la portée de ce dont je parle ici, je veux limiter cette conversation aux éléments spécifiques à Trump. Nous évoluons aussi dans un environnement de sécurité plus dangereux qu'il y a 10 ans, indépendamment de tout ce qu'a fait Trump. Je pense que cela explique certaines différences entre le premier et le second mandat de Trump. Mais pour s'en tenir aux problèmes spécifiques à Trump, Trump crée des frictions dans les négociations. Je ne dis pas cela comme une sorte de commentaire provocateur selon lequel il crée des problèmes là où il n'est pas nécessaire qu'il y en ait. Ce n'est pas une question de tempérament. En fait, je veux dire qu'il est généralement difficile à cerner, et cela complique la tâche à quiconque, allié ou adversaire, de comprendre exactement quelle est sa ligne rouge dans les négociations. Cela conduit à davantage de situations où les États-Unis mènent des guerres parce que la partie adverse ne sait pas quoi exiger lors des négociations. Nous pourrions nous retrouver dans une situation façon tacos, où il serait prêt à céder sur pratiquement toutes les questions en jeu, ou bien il pourrait être assez déterminé et prêt à se battre à moins que son adversaire ne fasse une offre sérieuse. Si l'adversaire pense que la Maison-Blanche va manger des tacos ce soir, alors il formule une exigence ferme. Mais ensuite, un Donald Trump déterminé refuse. La guerre s'ensuit. Pour résumer l'argument, imaginez que Donald Trump se soucie un peu moins des résultats internationaux que ses prédécesseurs. Mais il introduit beaucoup plus d'incertitude dans la situation. Il est alors possible que ce dernier effet l'emporte. L'argument initial s'effondre parce qu'il ne prend pas en compte l'effet global de Trump. Malheureusement, je peux montrer que le problème s'aggrave. Comparer la taille des zones d'accord possibles ne nous dit rien sur la probabilité de guerre, car cela ne précise aucun mécanisme qui provoque l'échec des négociations. Et parfois, se soucier moins des résultats internationaux peut conduire à plus de guerres. Laissez-moi vous expliquer. Imaginez que nous vivons dans un monde d'incertitude, où l'Iran ne connaît pas le seuil minimal de Trump. Peut-être est-ce parce qu'il n'est pas clair quelle est l'ampleur des stocks d'armes des États-Unis, et donc combattre en Iran produira des effets secondaires négatifs d'une ampleur incertaine concernant d'autres intérêts américains, comme la capacité de combattre plus tard contre la Chine. Dans ces circonstances, un facteur déterminant pour savoir si la guerre éclatera est la différence entre les deux véritables exigences minimales possibles de Donald Trump. J'appelle cette différence la prime de paix. C'est parce que c'est le montant que l'adversaire doit offrir davantage à la version de Trump la moins engagée pour que la version la plus engagée de Trump accepte la proposition. Ainsi, faire une proposition risquée paraît moins attrayant du point de vue de l'adversaire lorsque la prime de paix est faible. C'est parce qu'il risque ses propres coûts de guerre pour avoir une faible chance d'obtenir un peu plus du bien en jeu. Mais ce supplément est faible. Ce n'est pas vraiment un pari qui en vaut la peine. Eh bien, il y a quelques années, l'une des choses que mon alter ego académique, qui se respecte, a découvert, souvenez-vous, il est en fait professeur et théoricien des jeux. C'est que la prime de paix est plus élevée lorsque le dirigeant se soucie moins des enjeux. En gardant constants les coûts physiques de la guerre,
Un Trump qui se soucie beaucoup des enjeux aurait des valeurs minimales possibles qui ressembleraient à ceci. Tandis qu'un Trump qui se soucie peu des enjeux aurait des valeurs minimales possibles qui ressembleraient à ceci. Intuitivement, plus Trump se soucie des enjeux, plus ces deux possibilités se rapprochent du résultat attendu de la guerre, car il est généralement plus disposé à supporter quels que soient les véritables coûts. De manière équivalente, elles s'élargissent lorsque Trump se soucie généralement moins. Cependant, l'essentiel ici est que la prime de paix est plus faible lorsque Trump se soucie davantage, et elle est en plus élevée lorsque Trump se soucie moins. Ainsi, le fait que Trump s'en soucie davantage atténue les frictions de négociation. Pour ceux d'entre vous qui vivent et respirent les dérivées secondes, profitez de ce moment, car elles ont enfin eu de l'importance dans un contexte de sciences sociales. La meilleure explication intuitive que je puisse vous donner, c'est de regarder ce qui se passe dans le cas extrême. Imaginez que Trump accorde une valeur infinie au bien en jeu. Que les États-Unis aient à supporter des coûts physiques de guerre élevés ou faibles n'a aucune conséquence. Ainsi, le coût réel de la guerre n'a fondamentalement aucune importance. L'adversaire doit donner à Trump le résultat attendu de la guerre pour l'apaiser, précisément parce qu'il ignore pratiquement les coûts du combat. Il faut que Trump se soucie moins des enjeux pour qu'une différence significative entre les désutilités apparaisse. Ainsi, la simple possibilité que Donald Trump soit un président favorable à la paix peut ironiquement provoquer plus de guerre. Permettez-moi d'aller plus loin en Norvège et d'analyser le rôle du prix Nobel de la paix dans ce problème. Consultez les commentaires et vous verrez souvent qu'on suggère que, comme observateurs extérieurs, nous devrions cesser toute analyse logique de la stratégie de l'administration Trump. Après tout, Trump lui-même est irrationnel. Dans ce sous-ensemble de commentaires, ce que je trouve amusant, c'est que la plupart des descriptions de l'irrationalité de Trump ne décrivent pas réellement une irrationalité au sens stratégique ou en sciences sociales. En anglais courant, irrationnel est synonyme d'étrange. Dans le domaine des sciences sociales, irrationnel signifie ne pas réagir aux structures d'incitation. Je soulève ce point ici précisément à cause du lien avec la fascination apparente de Trump pour remporter un prix Nobel de la paix, ce qui suscite immédiatement des commentaires sur sa rationalité. Ce qui est amusant dans la modélisation de la négociation de crise, c'est que nous n'avons pas à nous soucier des problèmes de Trump avec son père ou de la cause supposée de sa soif du Nobel. Il l'a, tout simplement. Et si vous réfléchissez à l'effet que cela a sur les négociations, cela rend simplement l'acceptation d'un accord plus attrayante. Mais cela revient mathématiquement à dire que la guerre paraît relativement moins attrayante de son point de vue. Et il se trouve que nous avons déjà une désutilité relative du combat par rapport à un accord. C'est le coût de la guerre. Ainsi, ajouter un avantage à la paix revient à retrancher davantage à l'option de la guerre. Vous pouvez penser que son point de vue est absurde et peu sensé, mais l'effet pratique de cela sur la négociation en temps de crise est que Trump paie simplement un coût de la guerre plus élevé. C'est fou tout ce qu'on peut modéliser en maths avec juste un signe, plus ou moins. Heureusement, cela signifie que la théorie de la négociation en temps de crise couvre bien plus de situations que ce que certains commentateurs mal informés veulent vous faire croire. Ce qui est assez drôle, mon alter ego académique a un article connexe qui montre une autre relation contre-intuitive. Imaginez que les États aient donc du mal à évaluer précisément l'importance que Donald Trump accorde à un enjeu particulier. Alors, augmenter le coût de la guerre, y compris en ajoutant la valeur d'un prix Nobel, augmente le risque de guerre. Ici, la logique est la même que le problème rencontré lorsqu'on manipule la prime de paix, comme précédemment, donc je n'en discuterai pas davantage aujourd'hui. Mais il est intéressant de constater que nous avons encore une autre façon dont la paix peut sembler plus attrayante à première vue, et pourtant l'interaction stratégique finit par anéantir ce lien. Alors, quelles sont les leçons à retenir pour aujourd'hui ? L'idée de Trump comme président de la paix peut être trompeuse. Même si c'est le cas, la guerre est provoquée par des frictions lors des négociations. Être un président de la paix peut aussi entraîner plus de guerre, en raison des interactions avec les frictions de négociation. Ainsi s'achève pour moi le 31e jour consécutif. Je n'ai plus de mots, alors allez regarder quelque chose que j'ai déjà dit auparavant. Puis-je vous suggérer la dernière vidéo de ma série d'introduction aux relations internationales sur Lines on Maps Extra ?
Quoi qu'il en soit, si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, merci de liker, de partager et de vous abonner, et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.